Suite du programme et de Retail Project avec une table ronde sur un sujet qui à la fois n'est pas vraiment nouveau et qui en même temps la crise sanitaire a donné une actualité et une intensité très particulière depuis quelques mois, qui est donc l'évolution des rôles du magasin, les nouveaux rôles du magasin. Pour le dire de manière simple et ensuite je laisserai parler les gens qui savent, on a vu notamment pendant les moments où les magasins étaient fermés, ou en tout cas quand il y avait une précaution, une prudence sanitaire forte des consommateurs, on a vu exploser les chiffres du click and collect, du ship from store, etc. Et on a vu les magasins se transformer en l'espace de quelques jours ou quelques semaines en mini-entrepôts d'hyper-proximité, qui étaient des choses auxquelles ils n'étaient pas forcément habitués, ça n'a pas été conçu pour ça au départ. À l'opposé, on sait bien que les magasins ont plus que jamais besoin d'amener de la relation, du care pour les clients, de l'accompagnement, de la réassurance, etc. Et au-delà du Covid, de toute façon, on voit bien que c'est des évolutions auxquelles les points de vente étaient confrontés depuis un moment, qui est de dire à la fois j'ai ma fonction logistique qui s'enrichit, avec le click and collect sur stock, avec le ship from store, etc. Et à la fois, on n'arrête pas de nous répéter évidemment que le magasin, c'est le lieu de l'expérience, du contact, de service, de la relation, etc., etc. Réconcilier les deux, probablement pas complètement évident sur le plan des modèles économiques, sur le plan de l'organisation des équipes, et puis sur le plan de l'impact sur les formats. Donc c'est de ça qu'on va parler dans cette table ronde, avec Romain Mullier, Pickwick Toys, avec Romain Rouleau. Alors, je ne sais pas comment on va faire pour se passer la parole dans les tables rondes entre Romain. Romain Rouleau, donc Kingfisher France, Castorama, je ne sais jamais comment on doit dire, si c'est Kingfisher France ou Castorama. Les deux. Et Jérôme Picolin, One Stock. Bonjour. Alors, donc on a vu ces choses se mettre en place, ces rôles de magasins évoluer au fil des années, puis s'accélérer brutalement là, de manière extraordinaire en l'espace de quelques semaines ou quelques mois. Qu'est-ce qui finalement, est-ce que vous pouvez confirmer ou infirmer ou illustrer concrètement, qu'est-ce qui change dans les rôles de vos points de vente, dans vos entreprises à vous, par rapport à ce que vous faisiez il y a quelques années où le point de vente, c'était c'est du carrelage, on mettait des gondoles sur le carrelage, des produits sur la gondole, on faisait un peu de prospectus pour attirer le client, puis on mettait éventuellement un peu de personnel pour conseiller. Je ne veux pas dire que c'était simple et facile à faire, mais on voit bien que le magasin sert, les tâches, les fonctions que remplit le magasin ont beaucoup évolué. Dans quel sens elles ont évolué? Qu'est-ce qui est le plus structurant dans l'évolution pour vous, dans vos modèles? Peut-être en commençant par toi, Romain Mullier. Donc, chez Pickwick Toys, vous avez fait une sacrée évolution. Vous avez bougé les curseurs de ce point de vue-là, vous. Alors oui, effectivement, on a bougé les curseurs parce que pour rappeler ce qu'on a subi depuis 1 an et demi, c'est qu'il a fallu gérer une crise. Et une crise, ça a 2 aspects et c'est important de ne pas oublier les deux. Le premier, c'est gérer le risque, mettre en sécurité la santé des collaborateurs, des clients, la santé financière de l'entreprise. Mais il ne fallait absolument pas rater la transformation parce qu'on a eu 3 années en une. Et ceux qui n'ont pas saisi cette opportunité pour accélérer leur transformation auront les conséquences négatives de la crise, mais pas les bénéfices. Et donc dans les bénéfices, on a effectivement subi un changement de rôle immédiat des magasins. Et pour vous donner un exemple très concret, nous, dans le secteur du jouet, on s'est retrouvé au mois de novembre, pendant 4 semaines et 1 jour, du jour au lendemain, à devenir 64 magasins qui sont devenus des entrepôts e-commerce. Oui, parce que le mois de novembre dans le jouet, c'est un petit peu important, quoi. Alors le jouet, oui, novembre et décembre, c'est 50% du chiffre, mais 110% du résultat. Donc effectivement, c'est plus qu'important. Donc on s'est retrouvé du jour au lendemain à devenir des entrepôts, à faire du e-commerce, ce qu'on ne savait pas faire 6 mois avant, à faire du drive, ce qu'on ne savait pas faire 6 mois avant. Et on parle beaucoup de technologie, de digitalisation, parce que toutes les innovations qui percutent le retail aujourd'hui et qui sont extraordinaires, la data, le codage, les API, les logiciels, permettent de digitaliser, de transformer nos entreprises. Mais rien n'est possible sans les hommes. Et pourquoi le magasin est indispensable? Et ça l'a démontré, parce que dans le magasin, il y a les collaborateurs. Et quand du jour au lendemain, vous passez de vendeur à accueillir des clients, à préparateur de commandes logistiques, que vous faites la préparation des commandes à la place du client, que vous les livrez dans leur coffre sur le parking, que vous les emballez, que vous faites des enlèvements par des transporteurs, vous n'avez pas été formé pour ça, vous n'êtes pas équipé pour ça, vous n'avez pas les fournitures pour ça, votre outil de travail n'est pas paramétré pour ça et on ne vous l'a jamais enseigné. Et là, et c'est la bonne nouvelle et ce que j'ai envie de retenir de cette crise, c'est qu'il n'y a que l'homme qui est capable de s'adapter avec agilité et de changer par rapport à son environnement. Et donc la technologie sans l'homme au cœur, ça ne mène à rien. Et aucun robot, aucun logiciel ne peut s'adapter à un changement
s'il n'a pas l'homme à la manœuvre. Et ça, c'est ce que j'ai envie de retenir de positif de cette crise. Et d'autant que si avant la crise sanitaire, vous aviez commencé à déplacer les curseurs, mais si j'ose dire dans l'autre sens, enfin en tout cas ça s'oppose pas, mais en tout cas dans la direction de renforcer plutôt l'expérience client, la théâtralisation, de faire du magasin un lieu, un endroit pour jouer et pas simplement un magasin de jouets. Exactement, oui, tout à fait. Il y avait une grande transformation qui avait été mise en place dans cette entreprise Pickwick qui est issue de la fusion de Pickwick et Toys R Us, et on a mis en place le service, les anniversaires, le conseil, le test, le jouet, parce que le magasin reste, j'en suis convaincu, le meilleur lieu pour que le client et son besoin rencontrent une réponse à un produit avec l'aide du collaborateur et sur un lieu de vente et d'expérimentation, oui, tout à fait. Donc on va voir, c'est de ça qu'on va parler en fait pendant toute la table ronde, c'est comment on fait concrètement pour stretcher le rôle du magasin à la fois dans un sens plus logistique et dans un sens plus client, et de faire les deux à la fois, parce que c'est pas comme si on avait le choix. Romain Rouleau, alors dans le genre, il s'est passé 2-3 changements dans les flux, la nature des flux et de servir les clients dans le bricolage et de la GSB. Ça a été assez spectaculaire cette année. Oui, ça a été spectaculaire. Donc on rappelle Kingfisher, c'est 2 enseignes en France. Castorama et Brico Dépôt, environ 220 magasins, donc plutôt des formats assez importants, on va dire, en taille. En moyenne, ça tourne entre 7 000 et 15 000 mètres carrés, donc ce sont des assez grands formats qui, un peu comme vient de le dire l'autre Romain, ne sont pas historiquement des lieux liés à l'e-commerce. Ce n'est pas la structure qui a été adaptée, qui a été construite à l'origine. Et en plus, on est dans un secteur, on utilise souvent le terme bricolage, mais en fait, plutôt l'amélioration de la maison, qui est un marché qui a pas mal de caractéristiques intéressantes dans le cadre de cet impact de la crise il y a 15 mois, qui est globalement une prise de retard relativement notable par rapport à d'autres secteurs en digitalisation, en prise de commande, en part de marché e-commerce, par rapport aux jouets, par rapport à la culture, par rapport au voyage. C'est plutôt des secteurs en retard. Et en même temps, une verticale qui a une particularité d'avoir des achats plutôt transactionnels, très simples, et des achats très complexes et très engageants avec de la multiplicité de points de contact qui va nécessiter beaucoup d'interactions et en particulier beaucoup d'accompagnement et de conseils. Et donc quand nous est tombée un peu comme à tous cette bombe, j'allais dire, en mars 2020, il a fallu déjà, on avait un cas particulier, contrairement à d'autres secteurs comme le jouet, c'est qu'on s'est posé la question de savoir si on était essentiel ou pas. Et rien que se poser la question de savoir si on est essentiel quand on est une entreprise de un peu plus de 20 000 salariés en France, évidemment, ça a quelques impacts. A-t-on le droit d'ouvrir ? N'a-t-on pas le droit d'ouvrir ? Dans quelle configuration ? Et puis, on le sait, puisqu'on vient de sortir depuis hier de notre 3e confinement, à chaque fois avec des réglementations différentes, des modes opératoires différents et différents également par géographie. Ce qui fait qu'on doit appliquer de manière hyper concrète et tangible le mot agilité, ce qui est assez particulier de travailler en agilité dans une structure de cette taille-là. Ça veut dire qu'un magasin pouvait opérer de telle façon, un autre magasin pouvait opérer d'une autre façon, et ça d'une géographie à l'autre en fonction de différentes caractéristiques. Voilà. Et donc ça, c'est la particularité et la complexité de ce qu'on a vécu. Et à chaque fois, avec la capacité de relancer l'activité de ces magasins, d'une certaine façon, et ensuite d'ouvrir, puis de refermer en fonction des différentes réglementations sanitaires. Donc cette complexité, on ne l'a pas vécu une fois, on ne l'a pas vécu 2 fois, on l'a vécu finalement presque une dizaine de fois en fonction des changements. Et c'est vrai que cette 3e vague, en particulier celle depuis février, a été encore plus compliquée parce que là, on a eu, pas une vague, mais on a eu des ajustements quasi hebdomadaires ou bimensuels. Et c'est très très compliqué à faire bouger une organisation de cette type-là. Et comme le disait Romain, je pense que le succès ce qui a fait notre succès, puisqu'évidemment on a été porté par un secteur, l'amélioration de la maison, qui a été un des grands gagnants. J'aime pas tellement le mot parce que c'est quand même une crise assez catastrophique. Mais en tout cas, le recentrage des Français sur leur maison a été quelque chose d'important. Dans ce contexte plutôt porteur, avec le vent dans le dos, comme on dit souvent, on a clairement été plutôt plus vainqueur que le marché, avec des parts de marché gagnées depuis 12 mois systématiquement. Donc ça, c'est plutôt la bonne chose. Avec beaucoup de choses assez tangibles, tactiques, simples et efficaces. En tout cas, c'est tout ce qu'on a essayé de mettre en place. Et à chaque fois, on en reparlera tout à l'heure, en testant beaucoup de choses et en ajustant au fil de l'eau pour ensuite passer sur quelque chose de plus industriel. Très bien.
Jérôme, un commentaire sur comment vous avez ressenti, vous, les transformations des rôles des magasins pendant l'année, d'une manière générale, dans le commerce. Donc là, on avait un exemple de secteur dit non essentiel. On pourrait discuter longuement pourquoi c'était pas essentiel que les enfants privés de vacances, puis les jouets n'étaient pas essentiels. On pourrait discuter. Bon, c'est comme ça. Des magasins ouverts, parfois fermés un peu quand même, mais globalement ouverts. Officiellement, nous sommes essentiels, Voilà. mais pas tous nos produits, Pas et tous pas, les et produits, pas de la même pas façon tous les à chaque fois. formats, pas tous les magasins, Voilà. pas toutes les localisations. Bon. Mais donc, globalement, si tu élargis un petit peu, qu'est-ce que tu as perçu du retail cette année, de l'évolution des rôles? Alors, nous, c'est vrai qu'on représente l'outil qu'on met aux dispositions de l'ensemble des retailers, et on s'est aperçu pendant cette période-là que les retailers n'étaient pas forcément tous égaux devant la crise, et je vais vous expliquer pourquoi. Nous on a mis en place une solution il y a maintenant 6 ans, avec à la base l'objectif étant d'unifier les stocks de produits disponibles des différents retailers qui ont des canaux de vente qui sont différents, à la fois du e-commerce principalement, et également leurs magasins propres, mais aussi des magasins partenaires. Donc ça, c'est des choses qu'on a mis en place il y a 6 ans auprès de marchands anglais. Donc c'est des gens qui ont commencé à mettre en place des scénarios innovants de Ship from Store. Et on a continué de suite pour avoir aujourd'hui une 60aine d'enseignes dans différents secteurs du retail qui utilisent nos technos pour faire du drive, ou du click and collect, pour faire du Ship from Store, pour faire d'autres scénarios innovants. Et on s'est aperçu pendant la crise qu'en effet, il y a eu ces enseignes, des gens comme Orchestra, des gens comme Intersport, qui avaient déjà ces mécanismes en place qui permettaient de mettre à profit leur magasin en tant que mini-entrepôt ou point de collecte, et qui ont, de manière très agile, même si j'aime pas beaucoup ce terme parce qu'il est un peu galvaudé, qui ont pu basculer justement l'activité d'une activité de conseil en magasin à une activité d'exécution de commandes. Donc en effet, ils ont pu répondre à la demande qui était très forte sur le e-commerce. Donc ils ont eu, de ce fait, ils ont été résilients. On a eu aussi des enseignes qui ont su réagir, après notamment le premier confinement. C'est le cas de Romain et de Pickwick Toys, qui se sont dit il faut qu'on mette en place des outils pour pouvoir être prêts pendant la période de Noël. Ça a été le cas de Bash aussi, qui a mis en place des outils qui ont porté leurs fruits. Donc nous on a cette expertise, c'est ce en quoi encore une fois, je reviens sur ce que disait tout à l'heure Romain Mullier sur l'humain. Il n'y a rien de révolutionnaire même d'un point de vue technologique, mais on est plus sur un changement de process en magasin, une adaptabilité des personnes en magasin, de manière justement en cas de crise pouvoir continuer l'activité, maintenir l'activité grâce au digital. Et là, on est vraiment dans le concept de commerce unifié ou d'omnicanalité, où on voit bien qu'il n'y a plus de frontières, que ce soit au niveau des stocks, c'est-à-dire qu'on va être en mesure de rendre disponibles tous les stocks de produits disponibles, quel que soit le point de stock, que ce soit un entrepôt, un magasin, un fournisseur, des magasins produits partenaires, voire même des stocks futurs, et idem pour les canaux de vente. Alors si on revient un peu sur les différents rôles, donc on voit bien qu'il y a une tension entre la fonction logistique, le rôle logistique du magasin, et le rôle expérientiel du magasin. Il y a des métiers dans lesquels c'était déjà présent. Tu parlais du bricolage, c'était typiquement en GSB. On voit bien qu'entre effectivement il y a déjà des drives d'ailleurs dans la GSB depuis longtemps sur la partie matériaux. Dans les cours des matériaux, il y en a une partie qui s'achète en drive, et à côté de ça, on peut passer 1h30 à concevoir sa cuisine dans le même point de vente, et donc avec des scénarios d'utilisation du point de vente très très différents. Donc vous étiez déjà un peu habitué à gérer ce grand écart. Là, le grand écart entre organiser un goûter pour des enfants et préparer des commandes pour faire du ship from store pour le magasin, enfin, on voit bien que c'est compliqué. Comment on fait? C'est quoi? C'est de la polyvalence? C'est des équipes dédiées? C'est quasiment 2 entreprises dans l'entreprise? Ou comment finalement vous avez accompagné la transformation? Et d'abord, est-ce qu'on est sur des profondeurs de transformation qui pour vous sont des choses un peu structurelles, un peu lourdes, notamment par les volumes qu'ils représentent,
Ou est-ce qu'on est sur des choses qui ont été un peu conjoncturelles parce que y a eu des pics de fermeture, mais qui au bout du bout sont des choses où on va revenir avec un étiage et qui sont pas des transformations structurelles du magasin, qui sont plus un peu d'adaptabilité, un peu d'agilité. C'est de l'agilité ou c'est de la transformation dont on parle? Je pense que vous avez tout à fait raison, et c'est de l'ampleur. En fait, ce que ça a donné, et on revient sur la data, c'est ce que ça nous a donné, c'est des grands nombres. Et on était tous, on avait tous 2 bras, en toute bonne foi, un bras physique, un bras digital. Chacun, selon son secteur, faisait 5, 10, 20%. Et on pensait tous être multicanaux. Et les grands nombres, quand vous êtes fermé, quand on vous met un bras derrière le dos, vous vous rendez compte que vous ne savez pas manger, vous ne savez pas écrire avec l'autre. Et donc, on a pris conscience avec les grands nombres, quand vous faites 3 commandes par drive l'après-midi, c'est du bricolage, sans jeu de mots. Les coûts sont cachés, sont masqués, les inefficiences ne sont pas douloureuses. Et quand vous faites 70% de votre chiffre d'affaires sans accueillir un client, qu'en drive et qu'en e-commerce, comme on l'a fait nous en novembre, dans le 2e mois de saison de l'année, là, vous êtes noyé sous les appels des clients, vous êtes noyé sous les non-qualités, sur les délais, et vous êtes obligé de mesurer, vous êtes obligé de spécialiser, vous êtes obligé de dédier quelqu'un à prendre les commandes, à les ventiler, quelqu'un qui fait le picking, quelqu'un qui fait la préparation, quelqu'un qui fait les emballages, quelqu'un qui fait la livraison sur le parking parce qu'il est équipé avec une doudoune. Et donc les grands nombres nous ont permis de nous rendre compte de tous les coûts cachés, de tous les temps masqués et de caler les modèles. Donc je pense qu'on s'est professionnalisé et on est vraiment réveillé à la sortie de la crise, vraiment multicanaux, ce qu'on n'était pas avant. Oui, parce que jusque-là, on rajoutait des choses en plus pour les clients, pour aller faire un petit chiffre incrémental. Et la rentabilité du chiffre incrémental, tant qu'on raisonnait en marginal, on pouvait toujours... voilà. Exactement. Quand on ne peut plus raisonner le chiffre d'affaires marginal en marginal, mais que c'est plus une cerise, ça fait partie du gâteau, on est obligé de... Exactement. Il faut que le chiffre digital devienne aussi rentable que le chiffre carrelage. Tout à fait. Et ça c'est devenu une obligation. On ne pouvait pas ne pas s'en occuper. Et là, vous avez tout à fait raison avec l'exemple de la cerise et du gâteau. Mais quand votre cerise, c'est le gâteau, vous êtes obligé de trouver une solution. Je vais vous donner un exemple. On était tous de bonne foi convaincus qu'une commande web était plus chère en frais qu'une commande drive. Parce que dans un cas, vous préparez, vous mettez dans le coffre du client. Dans l'autre cas, vous préparez, vous emballez, vous packagez, vous calez, vous mettez une étiquette et vous avez un transporteur. Et souvent, vous prenez à votre charge la livraison. Mais quand vous avez des grands nombres, des grands chiffres et que vous êtes capable d'analyser la data, vous vous rendez compte que le prise de rendez-vous, la modification du rendez-vous, le client qui arrive avant, qui arrive après, en minutes, c'est plus cher. Et donc, ça dégrade le compte d'exploitation du drive. Donc, on recale nos modèles. Et les grands nombres, les grands chiffres, les centaines de milliers de commandes nous ont permis de caler, je pense, tous les retailers, de caler nos modèles omnicanaux. Romain Rouleau chez Kingfisher. Alors pour le coup, tu m'as dit la même chose. Vous avez-vous des volumes de click and collect sur stock, donc de préparation de commandes, que ce soit pour du click and collect ou que ce soit pour du ship from store dans les magasins, qui ont explosé de manière prodigieuse? Oui, alors quelques chiffres pour avoir encore une idée. En 2020, chez Castorama, on a atteint un chiffre, en tout cas qui est assez record et quand même très symbolique. On a atteint le chiffre de 1 million de drive en 2020 sur l'enseigne Castorama. Donc il y a eu 1 million de transactions qui ont été récupérées dans un mode drive. Je complète ce que tu disais tout à l'heure sur l'existence du métier avant. Pas tout à fait. Ce qui existait avant, comme dans toute la distribution spécialisée, c'était le click and collect. Ce qu'on a créé, entre guillemets, sur le parking dans les deux pans, hein, c'est-à-dire sur le parking physiquement et puis un peu, comme on dit, en apprenant, en marchant, c'est de faire du drive sans contact, parce qu'on se souvient, mars-avril 2020, on ne doit surtout pas avoir de contact, on doit avoir la sécurité des clients, la sécurité des collègues, puisqu'en plus on est dans du volontariat, pour que les collègues viennent travailler, viennent préparer les commandes. Et tout ça, on l'a appris en marchant, et donc depuis, on a industrialisé ça, et on a créé des hauts-vents, à l'instar de ce qui existe dans l'alimentaire, sauf que dans la GSB, ça n'existait pas. Donc on a, sur la base d'un modèle appris sur le tas, on l'a industrialisé, on l'a professionnalisé, comme le disait Romain, parce qu'on atteint des volumes qui nous permettent d'arriver ça, surtout sur 92 magasins Castorama. Hein, vous faites le calcul, 1 million divisé par 92, par magasin, ça fait beaucoup de commandes. Ça, c'est 2020. En fait, en réalité, par rapport à ta question aussi, on n'est pas dans une logique de pic et de montagne russe. C'est-à-dire qu'on a évidemment des évolutions. Quand on est en déconfinement, ça redescend. Mais ce qu'on a vu dès la deuxième vague, et qu'on a encore vu encore plus sur cette vague qui vient de se terminer, j'espère la dernière, c'est qu'en fait, on passe des caps à chaque fois. Et on ne redescend jamais et de très très loin au cap où on était avant la première.
Ce qui fait qu'aujourd'hui, par exemple, on vient de communiquer nos chiffres ce matin même sur le premier trimestre, on a fait 63% de chiffre d'affaires e-commerce en plus que l'année dernière, à une période où, pour des raisons qu'on avait choisi de faire, on n'était pas ouvert du tout. C'est-à-dire qu'on ne faisait que de l'e-commerce. Donc le seul chiffre d'affaires qu'on faisait, c'était de l'e-commerce. Malgré ça, cette année, sur le même trimestre, on fait plus de 60% de croissance sur nos ventes e-commerce. Donc on voit bien que la tendance de fond est là. Un autre élément, ça c'est par rapport au métier, il y a le drive. Nos magasins n'étaient pas structurés pour livrer des clients. Ils ne faisaient que du click and collect, avec des volumes évidemment relativement anecdotiques. Tout d'un coup, ce volume-là explose. Et en même temps, de par la configuration, la complexité de nos produits, on a à peu près 60 000 produits dans l'inventaire Castorama. On a des tout petits produits, une boîte de vis, et puis on a des lames de terrasse. Évidemment, quand on prépare ça pour une expédition, ça n'a plus rien à voir, et surtout, c'est hyper hétérogène. On a décidé, pour des raisons logistiques, praticité, rapidité, de basculer sur un modèle hybride. On a des centres de distribution classiques, standard, qui livrent une certaine partie de nos références sur tout le territoire national. Et ensuite, on a démultiplié le Ship from Store, qui aujourd'hui représente une part très très significative de la livraison à domicile, qui elle-même a explosé parce qu'on a mis beaucoup plus de produits disponibles. Et donc c'est pareil, c'est la dualité entre la somme des deux, le drive plus la livraison à domicile basée sur le Ship from Store, qui a fait que ces fameuses montagnes russes n'en étaient pas vraiment, étaient plutôt sur des caps. Alors après, ce qui se passe avec les métiers, je dirais que oui, il faut apprendre de nouveaux métiers. Oui, il faut éduquer, il faut acculturer. Je parle beaucoup en interne de la logique d'acculturation digitale, mais pas dans le sens digital, dans la version plutôt courte du mot, dans la version beaucoup plus large. Faire comprendre à tous ces gens-là qui avaient certains métiers comment leur métier évolue. C'est pas qu'il change, c'est qu'il évolue. Sans parler de nouveaux métiers, évidemment une zone logistique qui prépare plusieurs centaines de commandes par jour, ça n'a pas la même configuration, ça n'a pas les mêmes outils que quand on est sur quelques unités par jour. Et donc tout ça, c'est on acculture, on fait évoluer, on donne des outils en essayant d'être le plus agile possible dans ce qu'on donne aux collègues, pour s'assurer que quand on arrive à des pics de plusieurs centaines, on ne soit pas débordé, ce qui nous est arrivé aussi par les appels clients, par les délais non respectés, parce que évidemment, on a beau le mettre en place le plus simplement possible, personne n'est capable d'absorber de tels volumes d'un coup, quelle que soit la qualité de la prévision, quelle que soit la qualité de l'intelligence collective. Voilà. Alors c'est peut-être, Jérôme, la différence entre ce qu'on fait sur un mode de réactivité dans l'urgence grâce à l'énergie humaine et à la mobilisation des équipes et ce qu'on fait quand on a eu le temps de mettre un peu d'ordre, de process et de technologie derrière. C'est la capacité à le faire d'abord en absorbant les pics de charge et en sécurisant la qualité de l'expérience, puis à le faire de manière rentable. Absolument. Et en termes de rentabilité, encore une fois, il y a plusieurs points à prendre en compte. Le premier, c'est au niveau du stock. Je parlais tout à l'heure de stock unifié. Entre les différents points de stock, ça ne veut pas dire qu'il faut pousser n'importe quelle offre sur n'importe quel canal. Donc ça, bien évidemment, l'objectif, c'est d'avoir plus d'offres disponibles à la vente à l'instant T, mais de manière intelligente. C'est-à-dire que par exemple, quand vous avez un site e-commerce qui est multi-pays, vous allez pousser par exemple en UK le stock de l'entrepôt central, plus le stock des boutiques UK. Mais vous n'allez pas pousser du stock d'une boutique en Espagne. Voilà. Donc il y a tous ces éléments qui permettent d'agréger le stock et surtout d'agréger l'offre en corrélation avec et je suppose que les chemins logistiques idéaux sont très différents d'un produit à l'autre en fonction des rapports prix-poids, de l'encombrement ou que sais-je. Absolument, c'est-à-dire que pour des distributeurs spécialisés qui ont à la fois des produits souples et des produits rigides, notamment des produits volumineux, c'est le cas du bricolage bien évidemment, c'est le cas du jouet aussi, où on peut avoir un toboggan combiné avec une boîte de Playmobil ou un déguisement d'Indien. Donc ça, il faut bien évidemment, les produits vont pas partir du même transporteur. Il faut pouvoir ici en amont, et ça c'est très important, c'est en amont anticiper eu égard aux informations de stock dont on dispose, eu égard aux informations des transporteurs dont on dispose, de potentiellement proposer les chemins logistiques qui sont rentables. C'est-à-dire que si jamais vous calculez un chemin logistique dont la rentabilité n'est pas suffisante, on ne l'affichera pas sur le canal de vente. On affichera uniquement ceux qui sont en stade. Donc on va orchestrer une commande, on va lui définir un chemin logistique, par exemple en fonction du montant global de la commande. C'est-à-dire qu'une commande qui, je sais pas moi,
est inférieur à 200 €, on autorisera le split de commande jusqu'à 2-3 splits. Une commande au-delà de 200 €, on pourra aller jusqu'à 4 splits. Donc c'est des mécanismes qui permettent de garantir la rentabilité de la commande et d'éviter justement de dégrader la marge. Sachant que par rapport à ça, j'ajouterai quand même un bémol, c'est que souvent on se pose la question de la rentabilité du chiffre from store. Le chiffre from store est rentable. Enfin, en tout cas, nos clients historiques qui ont mis en place ce type de solution et qui ont un retour d'expérience suffisant pour vraiment mesurer la rentabilité de ce service sont unanimes. Hein. Sinon, je pense qu'ils l'auraient arrêté. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a pu voir. Et c'est d'autant plus rentable que ce que j'expliquais tout à l'heure. Alors, c'est davantage vrai dans la mode. Hein. C'est que le but du jeu aussi, c'est d'écouler son stock, sa collection le plus rapidement possible. Donc, pouvoir écouler plus rapidement des produits de mode qui ont 6 mois de vie, entre guillemets, c'est fondamental. Avoir un coût d'expédition qui va être légèrement plus cher depuis le magasin, autoriser un split qui va légèrement augmenter le taux de transport, c'est toujours mieux que de devoir solder ce produit à 30 ou 40% 3 mois après. C'est clair. De toute façon, on voit bien que le ship from store a des rôles très différents selon les secteurs d'activité, effectivement. C'est clair. Pour illustrer effectivement ce qui vient d'être dit sur les outils pour le stock, on parlait de la rentabilité des canaux, et quand vous faites que du digital, ça devient un sujet de survie. Et donc nous, on a fait des progrès de l'ordre de plus de 10 points sur la rentabilité du e-commerce, notamment par des outils de pilotage du stock. Pour vous illustrer, on a appris à jouer à l'extérieur. Quand on joue à domicile, dans le magasin, on a un modèle économique qu'on connaît, un modèle promotionnel, de mise en avant, de mix, de marge, de prix d'appel, de promotion, de fidélité, qu'on maîtrise depuis 50 ans. Quand vous jouez à l'extérieur, sur l'ordinateur du client, tout ça, ça vole en éclats. Parce qu'il achète des marques nationales, il n'achète plus vos marques propres, il n'y a plus de produits d'impulsion. Il est malin, il prend que les promotions, il ajoute les fidélités, il ajoute le cagnotage, il ajoute les bons de réduction, il ajoute la livraison gratuite, et votre modèle économique, il vole en éclats. Donc si vous n'avez pas un tableau de bord et un outil pour pouvoir mettre des règles d'éligibilité des produits, de non-cumul, de split de commandes. Quand vous avez une commande de 2 articles à Pâques, vous pouvez la préparer sur 2 magasins. Quand vous avez une liste de Noël de 10 articles, si vous la splittez en 10 prélèvements, c'est fini. Donc c'est indispensable dans ce nouveau monde où les canaux e-commerce ont pris beaucoup plus de place, d'avoir des outils de pilotage pour gérer le mix et les stocks et l'allocation et la mise à disposition pour les clients. On a beaucoup parlé jusque-là, parce que c'est ça qui a émergé très fortement depuis 18 mois, évidemment, des fonctions logistiques du magasin. Le magasin, ça n'est pas qu'un mini-entrepôt de proximité quand même. C'est quand même un endroit où on rencontre des produits, des vendeurs, etc. Parmi les choses que tout le monde répète à l'envi, dans l'ensemble, notamment les consultants adorent répéter ce genre de choses, c'est que le magasin demain doit dépasser une fonction transactionnelle pour avoir une fonction relationnelle, affective, d'accompagnement, de service, etc., etc. On voit bien tout le sens marketing et client que ça peut avoir, si on veut que la visite au magasin garde son intérêt par rapport à commander derrière son écran depuis son canapé. Donc d'un point de vue client, ça ne fait pas de doute. Ce discours-là, il est quelque part évident. La question, c'est comment on rentabilise ça. Est-ce que vraiment jusqu'où on peut pousser cette idée que le magasin n'est plus essentiellement transactionnel, mais devient très largement relationnel, et comment on réconcilie ça avec un PNL, avec un modèle économique, sachant que le relationnel, souvent, ça implique des niveaux de coûts opérationnels en magasin, de personnel, etc., qui souvent ne sont pas neutres. Est-ce qu'il y a un grand écart là ? Est-ce que c'est difficile ça ? Ou est-ce que finalement vous êtes assez serein l'un comme l'autre, puisque l'un comme l'autre vous poussez les curseurs assez loin sur l'ambition relationnelle et d'accompagnement, voire expérientiel ? Alors, la complexité, je reviens sur un point qui est assez structurant et qui répond spécifiquement à ce sujet de l'expérience. La spécificité de l'amélioration de la maison, c'est qu'il y a vraiment 2 pans de clientèle. Ça peut être le même client à des moments différents. Un pan qui est très simple, très transactionnel. Je viens acheter une perceuse, une tondeuse, une boîte de vis. Là, on est dans de l'achat simple, isolé. On a un produit, peut-être 2, peut-être 3. Mais le côté expérientiel, à part la partie conseil, parce que c'est technique et que c'est compliqué, elle est relativement contrôlée. Et puis il y a un autre pan
qui, on le sait, dans notre secteur, est celui qui est le plus important en termes de taille de chiffre d'affaires, en termes d'enjeux de prise de part de marché, parce que très impactant pour le client et donc très impactant aussi dans ce qui va rester chez lui, parce qu'il va le voir tous les jours, ce sont les projets. Je prends 3 exemples. Un projet d'actualité, vous refaites votre terrasse, vous la refaites pas tous les 6 mois. Pendant des années, vous allez marcher sur votre terrasse tous les printemps, tous les étés. Vous refaites votre cuisine, c'est pareil, c'est 5, c'est 10, c'est 15 ans. Pareil pour la salle de bain. Donc ça veut dire qu'au moment où vous allez déclencher ça, tous les jours, quasiment, si je prends le cas de la salle de bain, vous prenez votre douche tous les jours, et bien tous les jours, vous allez vous rappeler où est-ce que vous avez acheté votre salle de bain. Ça veut dire que ce que vous avez vécu et le choix que vous avez fait dans celui qui vous a accompagné va influencer beaucoup lorsque vous allez basculer cette fois-ci sur de l'achat beaucoup plus simple, beaucoup moins engageant, dans lequel, on le sait, c'est dans ce secteur-là que le digital, et en particulier les pure payeurs, ont le plus pénétré le marché. Et donc nous, on doit jouer sur ce mix entre du digital et du magasin, avec cette logique qui est en même temps, on doit être au moment du client quand il le veut, comme il le veut, c'est-à-dire qu'en gros de dire je veux commencer en ligne, je veux passer en magasin pour X raisons, en fonction du produit et du moment de vie, je le fais. Et en même temps, on doit proposer des expériences complémentaires. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis le digital au service de l'expérience en général, qu'elle se finisse par un achat e-commerce ou qu'elle se finisse par un achat magasin. Un exemple très simple, on a lancé notre application mobile, en soi rien de révolutionnaire. Par contre, on a fortement poussé les curseurs sur l'application mobile sur des expériences qui se font en magasin, donc qui n'ont aucune vocation à être utilisées pour de l'achat en ligne. Bien entendu que l'application fait beaucoup de transactions, mais on a mis en avant ça. Par exemple, on a un Castorama, c'est grand, il y a beaucoup d'allées, souvent on ne sait pas trop où est le produit. Et bien, vous arrivez dans le magasin, vous êtes sur votre fiche produit sur l'application, et automatiquement, il vous dit l'allée et l'emplacement. Ça paraît simple, mais c'est très concret en termes d'usage. Et là, on relie le digital dans l'expérience. Dans tous tes magasins, tu as tes plans à jour où tu sais quelle référence et dans quelle allée. Exactement. Waouh. Voilà. Un autre exemple, très concret et réel, c'est pas du discours de consultant pour le coup, c'est du tangible. Je suis en magasin, je suis face à un produit X ou Y, peu importe, je sais pas, un meuble de salle de bain. J'ai besoin de vérifier une dimension, quelque chose d'assez précis. Ce n'est pas marqué sur l'étiquette parce qu'une étiquette, elle n'a pas tous les éléments. Je scanne le code barre et automatiquement, j'ai l'intégralité de la fiche produit très très rapidement qui remonte sur mon application. Et donc, ça me permet de compléter mon expérience. Et évidemment, le vendeur est là pour faire le job sur toute la partie complémentaire. Tous ces éléments-là font qu'on relie l'expérience et le support digital à l'intérieur d'une expérience magasin. Maintenant, il y a le côté inverse qui est nous, on a 92 magasins en France, donc de facto, il y a des zones géographiques sur lesquelles la distance physique entre le client et le magasin est peut-être trop éloignée. Et ben, on met en place des systèmes dans lesquels, y compris sur des projets, on peut le faire chez Castorama sans se déplacer si on le souhaite. Si on veut se déplacer, on le fait. Si on ne veut pas se déplacer, on le fait. Et l'exemple, c'est qu'on a créé il y a à peu près 8-9 mois, évidemment porté par la première vague et en se disant si jamais il y en a une autre, il faut qu'on ait une solution, la capacité de concevoir et d'acheter intégralement à distance sa cuisine. C'est un projet quand même assez structurant, y compris à 20h, à 21h, le soir en semaine, quand justement le travail est terminé et qu'on peut passer du temps, 1 heure, 1 heure et demie avec quelqu'un qui conçoit sa cuisine. Et ben là, c'est pareil, c'est le lien entre l'humain, la technologie, qu'elle soit téléphonique ou qu'elle soit digitale, et le magasin. Tout ça, c'est pas à nous de décider, on est à disposition du client, quel que soit le moment et quel que soit le type d'expérience qu'il souhaite. Voilà. Donc ça, c'est vachement important parce que on est obligé de prendre en compte tous ces moments de vie, toutes ces problématiques produits, de manière complète et exhaustive, en essayant d'être le plus efficace et en même temps le plus accompagnateur. Et en restant lisible, parce que ça veut dire qu'il y a une panoplie de services et d'outils qui est tellement différente selon les catégories de produits que parfois ça doit être un peu touffu. Voilà, donc c'est pour ça qu'en ce moment, on travaille à des solutions qui permettent d'accompagner les clients dans leur logique projet, dans leur logique de changement, des changements plus structurants, des petits changements, et en essayant d'avoir des socles qui reprennent toutes les thématiques des différents projets. Évidemment, à l'intérieur de ce socle-là, on trouvera des spécificités, mais il faut qu'à un moment, le digital puisse représenter l'accompagnement de ses clients de manière un peu complète et exhaustive.
Alors dans le jouet, ou typiquement chez Pickwick Toys, parce que c'est vous qui avez dans le secteur poussé le plus loin cette ambition de l'expérience, de l'animation, de la relation en magasin. C'est un secteur qui n'est pas forcément simple en termes de rentabilité, avec la pression d'Amazon qui massacre les prix, avec les hyper et les catalogues en fin d'année, avec la moitié de l'année pendant laquelle il y a peut-être une appétence client moins forte. C'est un secteur qui n'est pas simple déjà. Et vous dites, en plus de ça, on va faire des choses très ambitieuses sur le plan du niveau d'expérience qu'on propose en magasin. D'abord, c'est des transformations qui sont... Quel est le niveau de profondeur de la transformation du rôle de magasin de ce point de vue-là? Pour reprendre l'exemple mon image favorite, c'est une cerise ou c'est un gâteau un peu différent. Et comment on fait pour rendre ça rentable? Alors sur la transformation, bon, c'est encore une fois et d'abord une transformation des personnes. Une organisation se transforme parce que chacun se transforme. Et aujourd'hui, et c'était déjà le cas avant la crise, nous on n'a plus de métiers très taylorisés avec une hôtesse de caisse, avec quelqu'un qui remplit les rayons, mais on est déjà sur de l'accueil, des animaux vendeurs, des gens qui ont le BAFA, qui sont capables d'animer un atelier créatif pour enfants, pour adultes, un anniversaire. On a recommencé dès hier les anniversaires avec des listes d'attente déjà. Donc il y a tout ce côté serviciel, animation qui ne peut pas être transféré en ligne, donc qui justifie un déplacement des clients. Après, sur le rôle du magasin physique et le modèle économique, alors j'ai pas exactement la même segmentation projet ou article, mais on en revient un petit peu à la même chose dans tous les secteurs, qui est rassurer le client, parce que le client fait un achat, il ne veut pas se tromper. Et il y a une segmentation un peu en deux familles de besoins chez nous. C'est la liste de courses, la liste de Noël, où je sais quel produit je cherche, et l'inspiration. Donc quand j'ai une liste de Noël et que je cherche des produits, là, quelqu'un qui fait de la distribution, et maintenant on a tous prouvé qu'on savait le faire et qu'on savait bien le faire, on peut chercher sur Internet, on veut du stock, de la disponibilité, du prix de la livraison. Donc on peut s'adresser à quelqu'un qui fait de la distribution, comme Amazon ou comme le site d'un spécialiste. Quand vous cherchez l'inspiration, là, je veux une idée. J'ai un petit neveu qui a son anniversaire, il a 6 ans. Moi, mes enfants, ça fait longtemps qu'ils ont plus 6 ans. Je ne veux pas me tromper. À quoi on joue? Qu'est-ce qui est à la mode? À quoi on joue dans les cours de récréation? Qu'est-ce qui est nouveau? La distribution Internet ne sait pas bien faire ça. Et là, on a besoin d'avoir un spécialiste, d'avoir un vendeur, d'être dans un contexte, de pouvoir toucher, de pouvoir essayer. Et donc, cette partie-là du commerce nécessite d'avoir une visite en magasin. Et le meilleur exemple, c'est que hier, on a réouvert et on a fait plus 50% en trafic, on a fait 200% de chiffre d'affaires. Pourquoi les clients ont fait l'effort alors qu'il pleuvait de prendre leur voiture, de faire 10 minutes de route, de venir avec les enfants? Parce qu'ils trouvent quelque chose, parce qu'ils ont une réassurance sur leur achat qu'aucun autre canal ne peut apporter. Jérôme, la techno, et les outils, les process, ça sert à ça? Ça sert à libérer du temps aux équipes? Ça sert à rendre efficace et rentable les process, Oui. la partie transactionnelle, et ça sert à libérer du temps, de l'énergie et de la ressource pour investir plus de temps homme sur les parties relationnelles? Entre autres, mais ça permet aussi surtout d'améliorer l'expérience client. Alors tout à l'heure, quand Romain parlait des allées, alors j'ai expérimenté, hein, donc je confirme que c'est pas du pipeau. C'est un vrai service qui est, en tout cas pour quelqu'un comme moi, qui est très pratique, très utile quand je suis dans les rayons pour trouver directement le produit. Mais ce qui est intéressant aussi sur ce que disait Romain, c'est la notion de projet. Quand on est dans du bricolage, on s'adresse à des gens qui ont des projets, voire même des artisans, donc des professionnels, hein, donc, avec des projets dont l'enjeu est encore plus important. Et qui dit projet dit planning, et il dit donc d'avoir des délais qui soient fiables. Alors, ce qu'a permis la crise, comme on le disait tout à l'heure, c'est de transformer les magasins en autant de mini-entrepôts. Donc, malgré eux, les magasins se sont retrouvés plus proches de les clients, vont rapprocher les commandes digitales de leurs clients finaux. C'est intéressant parce que une fois que vous avez fait ça, en tant que retailer, par rapport à Amazon, vous avez fait les 3/4 du chemin. Amazon n'a pas ça, n'a pas cette proximité qu'offre un réseau de magasins. Donc aujourd'hui, le vrai challenge et le vrai enjeu par rapport à des retailers qui sont désormais beaucoup plus matures sur la partie omnicanal, c'est de faire savoir à leurs clients, enfin de mettre en place ces chemins logistiques et de faire savoir à leurs clients qu'ils peuvent avoir accès, grâce à la proximité des magasins, à des modes de livraison qui sont beaucoup plus performants. Alors c'est d'autant plus vrai dans un domaine d'activité comme le bricolage. Ça l'est aussi pour le jouet, hein, parce que
même si ce n'est pas un projet, de faire en sorte que votre enfant ou vous ayez le cadeau pour l'anniversaire du petit copain en temps et en heure, ça peut éviter bien des drames. Hein. Et ça, la techno le permet, parce que la techno, de la même manière qu'elle unifie le stock et qu'elle orchestre les commandes, en amont, elle va être capable d'interroger le stock pour dire à votre consommateur qui est sur votre site internet, voilà, cet article que tu es en train de regarder, tu peux l'avoir sous tel délai. Et ça, c'est vraiment c'est ce que permet la techno. Et ça, pour le coup, c'est très innovant. Et c'est d'autant plus intéressant, c'est qu'aujourd'hui, tous les processus, tous les outils qui ont été mis en place vont faciliter ce type de service qui améliore considérablement l'expérience client. Et à deux niveaux, parce que effectivement tous ces outils mis dans les mains du client le permettent de le rendre autonome, et plus le client est autonome, plus il a des réponses rapides, plus il est satisfait. Mais l'erreur qui a pu être faite, c'était de bypasser le collaborateur. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on remet le collaborateur au centre du jeu. Et quand vous envoyez quelqu'un sur un champ de bataille, au front, vous devez l'équiper. Hein. Un GI, on lui donne un pare-balles, de la nourriture, des lunettes, un fusil. Et aujourd'hui, on doit équiper nos collaborateurs pour qu'ils puissent aller au-devant du client et qu'ils aient un tableau de bord, qu'ils aient des outils fiables en temps réel pour dire et ma carte de fidélité, et mes points, et ma livraison, et mon remboursement, et mon numéro de suivi. Et on ne doit pas les envoyer tout nus, on doit les équiper. Et aujourd'hui, la technologie, toutes ces briques doivent nous permettre de rendre nos clients autonomes et aussi de ne pas oublier d'armer nos clients, nos collaborateurs. C'est assez important parce que nous, ça a été notre parti pris, c'est-à-dire qu'on a développé des systèmes back-office très puissants qui permettent de faire un certain nombre de choses, mais surtout, on y a intégré des outils de magasin. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte qu'en effet, c'était bien la techno, mais il fallait que l'utilisateur final puisse en tirer le maximum de parti. Donc, on a développé des interfaces qui se veulent ergonomiques, qu'utilisent notamment vos vendeurs, hein, qui sont simples, qui permettent d'exécuter des commandes, qui permettent d'avoir de l'information de manière très simple et de manière à gagner du temps. Alors vous parlez beaucoup des collaborateurs, effectivement c'est la question qu'on se pose. Vous êtes sur des tailles de magasins très différentes. Un Quick Toys, ça fait quoi? Ça fait 3, 4, 5 millions d'euros de chiffre, quelque chose comme ça? 5 à 7, oui, sur 2500 mètres carrés. 5 à 7, donc sur les formats cibles. Un Casto, ça fait plutôt 25-30? C'est ça à peu près. Ouais. Bon, donc on n'est pas... forcément, les impacts sur les organisations humaines ne sont pas les mêmes. Chez toi, par exemple, chez Quick Toys, c'est plutôt un enrichissement des tâches que ça a amené, finalement, un enrichissement des jobs. Le fait de dire aux gens, vous devez être capable de faire le métier traditionnel, mais aussi d'animer, d'accueillir, d'accompagner, mais aussi préparer du ship from store. Donc il y a un peu de polyvalence et d'enrichissement de tâches, ou vous avez quand même malgré tout une part de spécialisation des équipes? Comment vous avez organisé ça? Alors, il y a de la spécialisation dans les temps forts, il y a de la polyvalence dans les temps creux. Et nous, encore une fois, on est un métier extrêmement saisonnier. Je pense que la pénibilité a été sans cesse allégée et le plaisir et la performance est augmentée, puisque on est passé d'un monde où on n'avait pas de réponse à donner à un monde où on avait des réponses pas mobiles. Hein. Quand il fallait consulter un stock, il fallait aller derrière, mettre son code, se connecter, ouvrir un logiciel, une appli, etc. Aujourd'hui, les collaborateurs ont en main toutes les informations portables sur la surface de vente, là où il faut les avoir, c'est-à-dire quand ils sont en face du client. Donc effectivement, quand on a le pouvoir de répondre et de dire oui aux clients, vous augmentez le bonheur des collaborateurs, leur plaisir et la satisfaction des clients. Et j'ajoute une dimension qui est peut-être celle qui nous fait face maintenant, c'est que tous ces outils mis en place, pour vous donner un ordre de grandeur, il y a 15 ans, on avait maximum 10 outils dans une entreprise de retail. Aujourd'hui, on en a plutôt 60. Alors ça va de l'outil de tracking de commande, un par livraison, à une dématérialisation des tickets de caisse sur un mobile. Enfin, c'est exponentiel, mais maintenant il y a la connexion qu'il faut faire entre ces outils. Puisque aujourd'hui, quand vous prenez un exemple simple, quand vous avez quelqu'un qui fait les changements de prix, quand vous avez quelqu'un qui achète des AdWords pour faire du référencement sur Internet, quand vous avez quelqu'un qui fait les approvisionnements, c'est des gens qui travaillent chacun de leur côté sans communiquer. Mais demain, vous ne pouvez pas vous permettre d'acheter des mots-clés sur un produit dont vous n'avez pas le stock ou qui n'est pas placé en prix. Donc on va être obligé de connecter tous ces outils. Et c'est pour ça que l'outil aujourd'hui, l'homme est essentiel, mais l'outil est indispensable, parce que nous fonctionnons sur des flux de données, et si ces flux de données ne sont pas à jour, ne sont pas fiables, vous avez de la non-satisfaction, vous avez perte d'informations, le client est perdu, le collaborateur est perdu. Donc il y a encore devant nous, on n'est qu'à une partie du chemin de l'installation d'outils digitaux et de la connexion entre eux.
Romain Rouleau, je te vois hocher la tête, ça te parle ça? Oui, ça me parle. On a les deux cas de figure. On a les cas de. Alors déjà, effectivement, il y a de plus en plus d'outils dans les mains des collègues. C'est pour ça que je revenais tout à l'heure sur le sujet de l'acculturation. Quand j'utilise ce terme d'acculturation digitale, on va dire, ça va aussi par le fait de comprendre pourquoi il y a autant d'outils, pourquoi ces données circulent, à quoi elles servent et comment elles peuvent m'être utiles dans mon métier de tous les jours. Et pas uniquement pour des gens qui font du marketing et du digital dans le sens e-commerce. C'est ça qui est important. Chacun, en fait, a besoin de comprendre quel est l'usage de la donnée, comment ça change mon métier et surtout, pourquoi ça change aussi le digital, le comportement du client. Et quand on intègre tout ça dans son métier de tous les jours, ça change beaucoup de choses. Et donc, il y a des métiers qui ont été globalement relativement créés. On parlait tout à l'heure de Ship from Store. Un exemple très intéressant, c'est que quand on fait du click and collect, qu'on industrialise en mode drive avec des volumes effectivement qui explosent, on est dans un mode, comme le disait Romain, où on met à disposition d'une façon ou d'une autre une commande qui a été faite sur une palette. Pendant qu'on était en drive sans contact, on l'a chargée dans le coffre. Maintenant, on la met à disposition et le client charge sa voiture. Ça, on sait faire. On ne savait pas faire dans ces volumes-là, mais on savait faire. Par contre, dès qu'on fait du ship from store, nous, on s'est dit, au départ, logiquement, on s'est dit, c'est pas grave, on va juste mettre à disposition d'un transporteur. Non, il y avait une petite notion qui ne nous avait pas échappé, mais en tout cas qu'on n'avait pas pesé, c'est l'emballage. C'est l'emballage, c'est la préparation. Et encore une fois, l'emballage et la préparation avec des hétérogénéités de produits absolument dingue. Et donc, être capable d'avoir la bonne chaîne de préparation de commande pour quelqu'un qui a commandé une boîte de vis, et ça peut arriver, c'est pas du tout la même chose que de préparer une palette entière de lames de terrasse. Et tout ça, ça c'est des métiers qui évoluent sur la base des métiers logistiques, des vrais métiers logistiques qui existaient déjà, qui sont évidemment très fortement renforcés, et sur lesquels on les développe. Et puis après, il y a l'autre pan, qui est la digitalisation des métiers, on va dire plus vente. Je reprenais mon exemple de cuisine tout à l'heure. Quand on a un outil de conception à distance qui peut se faire ou avec un vendeur à distance ou même avec un vendeur qui est physiquement en magasin, on a besoin de s'assurer de former les équipes à ces outils-là parce qu'en plus, ce sont des outils qui vont être en frontal avec le client. Et ça aussi, c'est un changement important. C'est de faire le lien entre l'outil que le client voit et l'outil que le collègue voit. Et avant, historiquement, dans le commerce, le collègue avait ses outils et le client en avait d'autres. Et là, le fait qu'on ait chacun et qu'on puisse retourner l'écran simplement et qu'on voit la même chose, globalement, ça change pas mal de job des équipes, quoi. Oui, je pense que tu as mis le doigt, Romain, sur un sujet essentiel pour toutes les entreprises de retail, c'est effectivement cet enjeu d'usage et de formation, même si les outils sont de plus en plus faciles, interactifs et intuitifs, mais donner le sens, effectivement donner le sens et de ne surtout pas en faire des projets digitaux ou informatiques. Et donner le sens métier pour le client, pour le collaborateur, d'expliquer que si on n'a pas ce connecteur qui va demander un certain nombre d'investissements, de semaines ou de mois d'installation, mais que derrière, si le flux de commande ne remonte pas, le client ne voit pas sa commande dans son email, il appelle, insatisfaction, etc. Donc de faire le lien toujours avec quel est le cahier des charges, l'usage client, le besoin client qui est répondu pour que ce soit des projets d'entreprise et pas des projets informatiques. Et là, l'informatique a le défaut d'être un monde abstrait. On peut appréhender le marketing, la logistique, on peut tout appréhender, mais l'informatique est un monde qui a besoin de représentation pour faire du sens à travers l'entreprise. Je pense que le rôle des dirigeants du retail aujourd'hui, c'est lui donner des représentations pour lui donner du sens pour qu'il embarque 100% des collaborateurs. Quand c'est bien expliqué, alors expliqué au sens de la formation à l'outil, évidemment, mais au-delà de ça, expliqué au sens de donner du sens et d'expliquer en quoi l'outil est utile au projet de l'entreprise, aux clients et aux collaborateurs, quand ça c'est bien fait, les équipes s'approprient bien ces nouveaux outils. Vous avez des bonnes expériences, ça se passe bien. C'est plus facile. Après, encore une fois, je pense qu'il faut toujours garder beaucoup d'humilité. On parle d'une accélération subie d'abord et après l'idée par nous, de 14 mois. 14 mois, c'est rien dans le... Alors, c'est vrai que là, on a l'impression que tout va super vite. Les choses évoluent. Encore une fois, c'est une grosse organisation, 20 000 salariés. Ça ne se fait pas en claquant un doigt. Et en plus, on parle de plein de métiers différents. Donc potentiellement de multiples outils, de multiples méthodes et des changements qu'on doit intégrer progressivement sans brusquer, sans forcer, sans parler du fait que tout ça se fait dans une période où l'activité n'est même pas très bonne, elle est énorme. Donc quand vous êtes dans une activité énorme qui ne s'arrête pas pendant 14 mois, il n'y a pas le moment où je me pose, je vais faire ma semaine de formation. Non, ça ne marche pas ça. Ça n'existe pas depuis 14 mois.
L'expérience que tu as, Jérôme, de ça, quand vous, donc typiquement sur le type d'outil que OneStock met en place, Oui, Le- sur l'adoption, notamment. sur l'adoption, l'appropriation, sur le fait que les équipes le voient comme une chance pour mieux faire leur travail et de manière plus satisfaisante, et pas comme un xème projet informatique qui tombe du siège ou du ciel et dont on ne comprend pas à quoi il sert. Alors, je dis souvent que les projets OneStock ne sont pas des projets techno, ce sont vraiment des projets métiers, et on le voit, hein, ça met autour de la table toutes les organisations de l'entreprise. Il y a bien évidemment l'informatique, mais c'est pas, ça reste vraiment des projets, des projets dont les sponsors sont en général des gens du métier. Ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est qu'on parle de retail, donc on parle de point de vente, et ça va paraître bête, mais on parle de vente. Donc les outils qu'on met à disposition, in fine, la vocation de nos outils, c'est des outils d'aide à la vente. Je parlais tout à l'heure d'interface vendeur. Quand on met dans les mains d'un vendeur une interface OneStock, c'est un outil d'aide à la vente. C'est un outil dans lequel il va recevoir des commandes digitales. C'est un outil dans lequel il va pouvoir prendre des commandes sur du stock qui n'est pas présent dans son magasin. Encore une fois, grâce au stock unifié. Donc, qui dit outil d'aide à la vente, qui dit vendeur, dit incentive. Et aujourd'hui, je parlais des 60 enseignes ou marques que l'on a, qui utilisent OneStock. Toutes, je dis bien toutes, incentivent leur personnel de vente au digital, en attribuant toute ou partie du chiffre d'affaires au retail. Et ça, c'est fondamental. Donc en matière d'adoption, l'outil en tant que tel, il se veut le plus ergonomique possible, mais quand bien même il soit très facile d'utilisation, si vous ne mettez pas un plan d'incentive suffisamment incitatif pour le personnel de vente, ils n'utiliseront pas votre outil. Donc ça, c'est en matière d'adoption. Après, bien évidemment, hein, sur de la distribution spécialisée, où là, il y a de la préparation de commandes qui est un petit peu complexe, il y a de la conduite du changement, l'analyse des processus, bien analyser l'appétence du personnel, voire même en fonction des magasins pour accueillir de nouveaux outils. Mais le nerf de la guerre, et s'il doit y avoir un showstopper, un projet de ce type-là, c'est potentiellement le manque d'incentive ou quelque chose qui ne soit pas suffisamment incitatif. Je pense que peut-être la première clé, en tout cas de mon point de vue, pour éviter ce genre d'écueil et que les outils soient appropriés et apportent vraiment de la productivité et du plaisir, c'est discerner le vrai du faux. Et quand on est en face à des innovations, souvent, on a tendance à se dire « Ah ben, on va pouvoir faire des choses nouvelles, des choses qu'on ne faisait pas ». En général, on est dans des impasses. Parce que je vous rappelle que le petit commerçant, qu'on appelle à tort le petit commerçant, qui était un gros commerçant, il faisait la personnalisation, il faisait du crédit, il faisait du sur-mesure, il faisait de la livraison, il connaissait ses clients, il connaissait ses produits. On est passé dans le retail moderne où les grands nombres, nos machines à vendre, pour traiter des millions d'articles à des millions de clients, on a perdu un petit peu la connaissance des produits et des clients. Et donc l'enjeu du New Retail, tous ces outils informatiques, tous ces briques digitaux, les canaux, la data, les logiciels, le codage par objet, les API, va nous permettre de concilier les deux. Garder l'efficacité du nombre pour les coûts bas, pour rendre accessibles les produits, mais retrouver cette connaissance. Et donc si on va vers des outils qui ne permettent de faire rien d'autre que ce qu'on fait, mais d'une manière plus facile, plus fiable, plus instantanée, plus automatique, derrière vous avez une adhésion des équipes, parce que le bénéfice perçu, il est immédiat. Donc on est bien, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, on est bien sur un enrichissement des métiers et des tâches rendu possible par la technologie, parce qu'on ne peut pas tous devenir multi-experts de plein de choses. Donc si on a vocation à faire plus de choses dans le cadre de son métier, il faut que chacune de ces choses devienne beaucoup plus simple et facile et accessible. Bien sûr, je vais vous donner deux exemples, ça rejoint un petit peu le rôle interface des outils souvent, et si on arrive à l'expliquer, on a eu le sujet des horaires. Quand vous ouvrez un drive, un directeur de magasin, il ne peut pas concilier la masse salariale et ses charges d'être ouvert avec les horaires normaux et de faire du drive avec une activité réduite. Donc il faut juste faire la gymnastique de dissocier le regard client et le regard de l'entreprise. Et là, vous prenez l'exemple des rendez-vous. Un rendez-vous chez un docteur. L'important, ce n'est pas de savoir s'il travaille 6 ou 7 jours. Et si votre docteur il travaille qu'un jour par semaine, ce n'est pas votre sujet. L'important, c'est que vous ayez le rendez-vous quand vous voulez. Et donc la technologie, l'informatique permet d'organiser les horaires, d'optimiser, et puis avec les contraintes d'amplitude des collaborateurs et puis d'anticipation, ça permet d'offrir à chaque client le rendez-vous qu'il souhaite et d'ajuster les charges et l'amplitude d'ouverture du magasin à cette charge de travail. Donc ça, la technologie permet de le faire, ne permettait pas de le faire avant. Quand vous êtes dans un modèle de changement de prix, pour prendre un deuxième exemple simple,
on a des contraintes magasins. Quand vous changez des prix au début d'un catalogue ou à la fin, vous avez 2000 prix à changer, vous devez faire des badges, vous devez les étaler sur 3 jours parce que vous avez la contrainte des équipes, vous ne pouvez pas les changer en cours de journée, il y a une mise à jour de nuit, il y a les étiquettes papier à poser. Quand vous êtes en drive et que vos magasins sont fermés et que le client ne vient pas dans le magasin, mais vous pouvez changer instantanément tous vos prix. Donc l'important, c'est de rien faire de manière systématique et d'apprendre avec agilité à se reposer les questions à chaque situation. Et comme ça, l'informatique ouvre des possibilités de facilité extraordinaires qui touchent tous les collaborateurs de l'entreprise. Du coup, ça t'a donné envie de passer en étiquette électronique? Oui, c'est un autre sujet. Romain, tu voulais commenter ou élaborer là-dessus parce que j'ai une dernière question à vous poser. Non, c'est clair. Donc la dernière chose, donc on a beaucoup parlé des changements de rôle et des changements d'organisation, de l'impact sur les équipes, etc. Il y a un sujet qu'on n'a pas encore vraiment évoqué, qui est l'impact sur les formats de magasins. Sur à quoi ça ressemble physiquement un magasin. Jusque-là, je vais être très caricatural, mais pendant très longtemps, l'évolution des formats de distribution, c'était que les entreprises à succès dans le retail, comme elles avaient du succès, elles avaient de plus en plus de clients, elles voulaient vendre de plus en plus de produits, et donc on avait tendance à agrandir les magasins et les formats, et aller vers des big box de plus en plus attractives. Et ma foi, ça a plutôt pas mal réussi à beaucoup d'entre vous. Il y a beaucoup de gens qui disent le digital permet de proposer une richesse d'offres avec de l'extension d'offres, du stock mutualisé notamment, mais pas seulement, de proposer une richesse très grande sur des surfaces plus petites. Le trafic, c'est quand même de plus en plus un problème. Donc finalement, est-ce qu'on a besoin d'avoir autant de magasins et surtout des magasins aussi grands ? C'est un sujet très, très, très à la mode. On entend beaucoup discuter. On comprend bien le sens de toute cette discussion-là. Peut-être, après, on parlera de ce que vous faites chez Casto, mais peut-être d'abord la réponse de Romain Millet, parce que je sais que toi, tu as un parti pris qui est intéressant là-dessus, parce qu'il n'est pas complètement mainstream. Il ne correspond pas tellement au lieu commun qu'on entend habituellement sur le sujet. Alors oui, il y a deux choses. D'abord, moi, j'ai un actif. J'ai un parc de grands magasins. Donc, il faut aussi partir d'où on vient. Et donc, ma conviction, c'est que le e-commerce, les gammes XXL, l'extension de gamme que permet Internet, oui, c'est un atout pour que le collaborateur ou le client puisse trouver plus de choix. Mais je ne pense pas que ça doit être une raison de modifier la taille des magasins. Je pense que la taille des magasins répond à un besoin et sur chaque secteur, il faut qu'il y ait des réponses différentes. Et dans le jouet, on est 5 acteurs, on a des formats différents. Et quand vous avez un format plus petit, vous pouvez aller dans des endroits en centre-ville que vous ne pouvez pas faire avec un grand format. Quand vous avez un grand format, vous pouvez tirer parti des saisons. Et nous, avec un métier très saisonnier, quand vous voulez jouer la magie de Noël et le merveilleux, vous avez besoin d'un grand format pour faire ça, pour exprimer ça. Quand je veux faire des anniversaires pour les enfants, je ne peux pas le faire dans une boutique. Voilà, exactement. Donc la démonstration, le test, ça se fait avec des grands magasins. Je pense que c'est une histoire de positionnement et qu'il faut plusieurs réponses et que chaque format a une réponse différente. Et ce qu'il faut, c'est une cohérence. Et ce qui est important par rapport à la taille de vos formats, c'est l'offre que vous êtes capable de construire. Et on le voit pour tous les... On a eu des modes où on disait que les boutiques textiles marchaient mieux, que les grands formats... Puis les grands formats sont arrivés, on a dit que c'était les grands formats. Je ne pense pas que ce soit une question de format, c'est une question de quelle offre on a envie et on est capable de mettre et d'avoir le format adapté. En fonction de la raison d'être qu'on se donne et de à quoi on sert et de qu'est-ce qu'on veut apporter au client finalement. Exactement. Romain, c'est quoi la vision de Casto sur l'évolution des formats? Donc on sait tous que vous avez testé un petit format de centre-ville Casto. Il s'appelle Casto en l'occurrence. Il s'appelle Casto, voilà. Quelle lecture vous avez chez Castorama? Donc on a fait ce premier test effectivement dans le centre-ville de Lille. On a fait un deuxième test très agile parce qu'on avait un emplacement, donc on avait cette même problématique d'usage d'un certain nombre de mètres carrés également dans la banlieue de Lille, dans lequel on a fait un pop-up store saisonnier qui s'appelle Saison d'ailleurs. Dans lequel aujourd'hui évidemment en ce moment c'est beaucoup de du jardinage. On fait d'autres tests ailleurs, des tests où on va travailler des zones outlet par exemple, parce que on a cet asset de grand magasin, donc effectivement il faut l'optimiser et maximiser son résultat, mais encore une fois chaque typologie, chaque géographie, chaque configuration n'a pas la même réponse. Et donc ces tests-là, on les fait aussi pour apprendre, parce qu'on a l'humilité de ne pas savoir exactement ce que va donner chacun de ces tests. C'est aussi le principe de l'agilité digitale, de dire, alors là on est dans le physique, donc c'est matériellement moins agile, mais on essaye quand même de multiplier ces tests et d'en apprendre le plus possible pour ensuite accélérer. Ce qu'on a fait sur le centre-ville, ça a plutôt vocation à être déployé. Pourquoi on teste le centre-ville? Tout simplement parce que le centre-ville a une logique de proximité et d'ailleurs le claim de ce magasin, c'est le Casto du coin.
comme on dit la quincaillerie du coin, on dit le Casto du coin, ça veut dire qu'il doit proposer autre chose. Il est en centre-ville, il est vraiment dans un bassin très très urbain, pas du tout dans un grand magasin, c'est un format de 500-700 mètres carrés, donc beaucoup plus petit qu'un magasin habituel. On doit avoir capacité à démontrer l'intégralité de l'offre de l'enseigne et en même temps d'aller travailler spécifiquement la relation avec les voisins. Ce qu'on appelle les voisins, pour s'assurer que ce sont des gens qui peuvent venir, éventuellement contacter par téléphone le vendeur en disant « j'ai une fuite d'eau, est-ce que vous avez le bon robinet qui va me répondre à mon problème ?» Comme vous pourrez le demander à quelqu'un à qui vous avez confiance parce que vous venez le voir régulièrement. Cette relation-là, quand vous êtes sur un magasin de grand format, qui donc mathématiquement est en général à 10, 15, 20, 30 minutes de votre domicile, c'est plus difficile de la construire. Donc ce grand magasin-là, il va apporter d'autres choses. Il va apporter une richesse de démonstration, ce qu'on appelle le showrooming. Évidemment, démontrer toute une gamme de cuisine et de salle de bain dans un format de 700 mètres carrés, c'est matériellement impossible. Par contre, on va pouvoir démontrer, on va pouvoir donner plus de place à plus de catégories. Et donc notre stratégie, elle est plutôt d'avoir des formats complémentaires, des formats qui adaptent en fonction de la géographie et surtout de tester en apprenant. Voilà. Mais donc Casto, c'est pas le magasin Castorama un peu compacté pour faire rentrer tout dedans en règle de 3. C'est un format qui s'adresse à une raison d'être, à une logique client, à des scénarios d'achat complètement différents. Exactement, mais en même temps, ce qui est le challenge qu'on teste en ce moment, c'est on ne peut pas limiter ça à juste de l'achat d'appoint. L'intérêt, c'est aussi qu'on s'appelle Castorama, qu'on est un spécialiste de l'amélioration de la maison. C'est aussi une clé d'entrée vers l'univers plus large et plus riche que propose la marque. Messieurs, merci. Comme quoi, il y a un peu de travail encore et vous êtes encore en bas de l'escalier par rapport à toutes les transformations que vous avez engagées. Bon, on aura l'occasion de faire de nombreuses autres tables rondes sur l'évolution du rôle des magasins, je pense, dans le futur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. On poursuit le programme avec des use cases et on se retrouve pour notre part dans 1 heure avec la dernière table ronde.